Bonjour et bienvenue sur la plateforme alform.com, la plateforme de formation. Nous sommes dans le chapitre consacré à l'introduction. On va démarrer ce chapitre avec la compréhension du modèle conteneur ou la notion des conteneurs. Donc je suis toujours Ludovic Kenegdu et dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle le modèle des machines virtuelles, qui va nous permettre de pouvoir le comparer avec le modèle de type conteneur. On va voir deux types de conteneurs qu'on utilise sous Linux. Alors c'est plus ou moins une convention. On va également découvrir ensemble ce qu'on appelle les namespaces, c'est-à-dire les espaces de noms. Je vous montrerai pas un petit exercice, mais une petite démonstration d'un espace de nom réseau, histoire de bien comprendre en fait comment ça fonctionne, et les namespaces. On va également découvrir ensemble ce qu'on appelle les groupes de contrôle, et on terminera donc cette vidéo avec les produits isolateurs, une petite présentation, et également les produits conteneurs qu'on peut trouver sur le marché. Dans le monde de la virtualisation, aujourd'hui, on va trouver deux concepts. Le concept de machine virtuelle et le concept de conteneur, qui n'est pas vraiment un concept de virtualisation, mais on l'appelle un peu comme ça quand même, puisqu'on va virtualiser plus ou moins des applications ou un système d'exploitation pour les conteneurs. Mais venons-en en machine virtuelle. Alors une machine virtuelle, c'est quoi? Une machine virtuelle, c'est la représentation logicielle d'une machine physique. Une infrastructure, qui peut être un cloud, qui peut être un certain nombre de serveurs, ou tout simplement une machine de bureau, donc un portable par exemple, ou une machine de bureau tout à fait classique, sur lequel on va trouver un système d'exploitation. Sur ce système d'exploitation, ou dans ce système d'exploitation, on va trouver un outil qu'on appelle un hyperviseur. Cet hyperviseur va nous permettre de créer des machines virtuelles. Alors une machine virtuelle, donc, comme je disais, c'est une représentation logicielle d'une machine physique. C'est-à-dire qu'elle va émuler, suivant les technologies bien sûr, elle va émuler la CPU, elle va émuler de la mémoire, des cartes réseau, des contrôleurs de disques, des contrôleurs USB, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une machine virtuelle dans laquelle on va installer, ou dans laquelle plutôt, pardon, on va installer un système d'exploitation. Un système d'exploitation qu'on va appeler GuestOS ou OS invité. Alors ce système d'exploitation, dessus on va faire tourner des applications qui ont besoin de binaires et de librairies, que ce soit du Windows ou du Mac, de l'AX, des Unix quelconques ou du Linux. Et en dessous, on aura donc le système d'exploitation à proprement parler, c'est-à-dire son noyau. Donc on a une machine, ou on va dire un système d'exploitation, qui se trouve dans une machine comme s'il se trouvait dans une machine physique. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir virtualiser plusieurs systèmes d'exploitation, l'un à côté des autres, qui sont indépendants et sécurisés bien sûr, qui peuvent bien sûr discuter entre eux. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir installer ici du Windows par exemple, ici du macOS comme je dis, du BSD à côté, du Linux et tout type, ou presque tout type de système d'exploitation. Et le tout va être géré par ce qu'on appelle un hyperviseur. Donc comme son nom l'indique, il va hyperviser, donc les accès sur l'infrastructure matérielle. Donc ça peut être de l'émulation, comme je vous dis, mais c'est pas forcément l'émulation. Donc ça, c'est le modèle de machine virtuelle. Donc l'avantage d'une machine virtuelle, c'est qu'on peut virtualiser presque tout et n'importe quoi. Même de l'iOS par exemple, ou pouvoir développer par exemple pour de l'Android, on va pouvoir virtualiser des machines de type Android, pouvoir développer dessus. Donc grand intérêt, après il y a plein de fonctionnalités, comme la migration des machines virtuelles, la tolérance à la panne, l'équilibrage de charge, il y a plein de fonctionnalités qu'on pourra mettre en place. Un gros problème quand même qu'on va trouver avec les machines virtuelles, ça va être une forte empreinte sur l'hyperviseur ou sur l'infrastructure. C'est-à-dire qu'il y aura une forte consommation des OS invités. Pourquoi? Parce que l'OS, du moins les accès sur le matériel, va être pour la plupart du temps émulé. Alors comme je vous dis, il y a des technologies qui vont éviter l'émulation, donc améliorer grandement la virtualisation, mais on va quand même trouver une forte empreinte sur l'hyperviseur. À côté de ça, on va trouver un autre modèle qu'on appelle le modèle de type conteneur. Alors contrairement aux machines virtuelles qu'on vient de voir ici, on va également avoir, je vais prendre mon petit stylet, j'aime bien faire des petits traits partout, avoir une infrastructure. Alors cette infra peut être du cloud, une ferme de serveurs par exemple, ou une machine encore de nouveau de bureau, sur laquelle on va trouver un système d'exploitation. Donc là, on reste à peu près dans le même principe que les machines virtuelles.
et sur lequel on va trouver ce qu'on appelle un moteur, donc une application. Ce moteur, il peut être par exemple LXI ou Docker, puisque c'est Docker qui va nous intéresser, mais on en trouve d'autres également. Et sur lequel on va placer ou déployer, on va dire, des conteneurs. Alors contrairement aux machines virtuelles, dans ces conteneurs, on va trouver que l'application, les binaires et les librairies. Il n'y a pas de système d'exploitation à proprement parler, c'est-à-dire il n'y a pas de noyau. Les applications vont accéder directement au matériel en passant par l'OS, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser le noyau du système hôte. Donc il n'y a pas d'émulation de matériel, ils accèdent directement au matériel, ils ont des performances pratiquement natives. Il n'y a pas de noyau dans les conteneurs, donc c'est extrêmement léger. Ça nous permet de permettre un déploiement extrêmement rapide, c'est fiable, ça fonctionne bien, ça va être facile à migrer parce que c'est très léger, et facile à démarrer parce que c'est très léger, facile à redémarrer également. Et l'empreinte sur le système est extrêmement légère. On peut trouver entre 100 et 1000 conteneurs sur un simple serveur, et on va trouver 3-4 machines virtuelles de l'autre côté. Donc au niveau de l'empreinte sur l'infrastructure, elle est extrêmement légère. Les conteneurs, l'avantage, c'est que c'est extrêmement léger, ça se déploie rapidement, ça se démarre très rapidement, ça se copie, ça se déplace très rapidement. On peut faire bien sûr, après, on aura l'occasion de le voir, ce qu'on appelle de l'équilibrage de charge, la gestion de services, de la réplication, donc on verra plein de choses avec les conteneurs, ce qu'on va pouvoir faire avec des conteneurs. Et donc, comme je disais, pas d'émulation de matériel, pas de noyau, donc des systèmes extrêmement légers. Donc, si on fait une comparaison ou un comparatif, une comparaison ou un comparatif, donc entre le modèle des machines virtuelles et des conteneurs, le conteneur c'est extrêmement léger, très léger par rapport à une machine virtuelle. On va trouver deux types de conteneurs de type Linux, parce que les conteneurs sont de type Linux, et uniquement Linux. Aujourd'hui, ça n'existe pas sous Windows, ça n'existe pas non plus sous macOS. Je veux dire, la création de conteneurs de type Windows ou la création de type de type macOS. On va trouver deux types de conteneurs. Des conteneurs de type service application et des conteneurs de type système d'exploitation. En gros, c'est une exploitation, comme je disais, les conteneurs partagent le noyau de l'OS de l'autre. Donc, il contient donc un système d'exploitation complet, mais sans noyau. Bien sûr, comme je disais, ça le rend extrêmement plus léger, plus rapide, plus simple à déployer que des simples machines virtuelles ou des machines virtuelles qui, elles, sont complètes. Alors, ces systèmes d'exploitation sont des conteneurs qui sont généralement créés à partir de modèles ou à partir d'images. On va trouver des conteneurs également de type service d'exploitation ou d'application, qui partagent également le noyau du système hôte, puisque c'est le principe du conteneur, et des conteneurs vont embarquer uniquement les ressources nécessaires à l'application, telles que les bibliothèques, les binaires, liés aux applications. Alors il y aura toujours une image d'un système d'exploitation comme en dessous, minimum, mais qui pourra être différent en fait des conteneurs de type OS, où il y a plus d'éléments à l'intérieur. Vous allez comprendre un peu plus tard comment ça fonctionne avec la notion d'image et comment ça nous permet d'avoir des choses beaucoup plus légers. Alors nous avons ce qu'on appelle des espaces de nom ou les namespaces. Alors LXI, OpenVZ, Docker, ce sont donc, si vous ne les connaissez pas déjà, des outils qui vont nous permettre d'isoler de façon très simple plusieurs petits systèmes d'environnement ou d'applications. Et ce, on a vu sur une machine physique ou hôte, ça peut être également sur plusieurs machines physiques, plusieurs hôtes. Alors ces environnements exécutent en général des applications web, des bases de données, du DHCP, du DNS, des applications Kubernetes par exemple, tout un tas d'applications. Et ces applications ou ces environnements n'interfèrent ni avec le système installé sur la machine, ni entre eux. Donc on appelle ça isolés. Ils sont donc isolés. Et pour ce faire, les conteneurs ou les moteurs de conteneurs, que sont LXI ou Docker, qui nous intéressent principalement, utilisent donc des fonctions du noyau Linux qui vont nous permettre d'isoler ces environnements. Et ces fonctions, ou une de ces fonctions, s'appelle ce qu'on appelle les Linux namespaces, les espaces de nom. Il faut voir ça un peu comme une grosse bibliothèque, ou on va dire une grande armoire, dans laquelle on aurait des tiroirs, avec le tiroir à
Hervé, le tiroir à Céline, le tiroir à Ludo, le tiroir à un tel, et ces tiroirs, on met nos affaires dedans, et ils sont totalement indépendants des uns des autres. Ils sont donc isolés. Et sur ces tiroirs, il y aura un espace de nom, l'espace de nom correspondant par exemple à mon prénom, Ludo, ou ainsi de suite. Donc on va voir un peu comment ça fonctionne, ces namespaces. Donc ces namespaces, ça nous permet, comme on vient de comprendre, d'isoler. Alors qu'est-ce que ça isole? Ça permet d'isoler déjà tous les processus. Donc le conteneur va disposer de sa propre liste de processus, totalement indépendant des autres conteneurs, totalement indépendant également du système hôte. Donc à l'intérieur, on aura un processus numéro 0, par exemple, et ce processus sera totalement indépendant donc du système sur lequel il se trouve ou sur lequel on dit il est exécuté. On va trouver Network Namespace également, donc qui va nous permettre de créer des interfaces réseau dans les conteneurs, donc le conteneur va disposer de ses propres interfaces réseau. On va donc trouver le mount également, donc mount namespace qui va permettre d'isoler les systèmes de fichiers, UTS pour tout ce qui est nom d'hôte et nom de domaine, les IPC pour les processus intercommunication et également les user namespaces qui permet au conteneur donc de disposer de ses propres utilisateurs. Donc l'user namespace, ça va permettre donc au conteneur de disposer de ses propres utilisateurs, ce qui veut dire quoi? Que l'utilisateur root dans l'espace de nom possède l'ID et le JID 0. Donc on va se retrouver avec deux routes, un sur l'autre et un dans le conteneur. Si on a de multiples conteneurs, on aura donc plein d'utilisateurs root qui sont totalement indépendants des uns des autres. Donc ces espaces de nom, comme on peut comprendre, vont nous permettre en fait d'isoler un certain nombre de choses que sont le réseau, les systèmes de fichiers, les espaces de nom, de type nom d'hôte et nom de domaine, pardon, la liste des processus, et ainsi de suite. Alors je vais vous proposer de faire un petit tour sur la console et de regarder ce qu'on peut faire en créant un espace de nom de type réseau, histoire d'illustrer ce qu'on fait ensemble. Alors, je vais déjà créer avec la commande IP, je vais ajouter non pas net ns namespace, hop, net ns, j'y arrive, voilà. Je vais ajouter ici un nom ou un namespace. Et je peux l'appeler un peu n'importe comment, je vais l'appeler espace 00, comme ceci. Voilà, donc je vais faire une liste de mon espace de nom ou de mes espaces de nom si j'en ai plusieurs. Je vais faire une petite liste dessus et je vois que j'en ai un qui est présent ici. Je lance ma commande IPAL par exemple, donc qui est IP Address List, c'est le même principe. Hein. Et je vois ici donc des cartes, Docker par exemple, des cartes parce que là on a des machines virtuelles qui sont montées, pardon, des conteneurs qui sont exécutés. Donc on voit qu'on a un certain nombre de cartes, la loopback, la Docker et ainsi de suite. Je vais faire mon petit nettoyage et je vais reprendre la même commande IP toujours et je vais rentrer dans mon espace de nom. C'est-à-dire que je vais exécuter un bash dans mon espace de nom. Je précise namespace, exec, espace 00, comme ceci, et la commande que je vais lancer, comme ceci, le bash. Et là, je suis dans mon espace de nom, je tape un ifconfig par exemple, non pas ifconfig, je tape IPAL, et là je vois que je n'ai qu'une seule carte, une seule interface, la loopback. Donc on est rentré dans notre espace de nom, il est indépendant en fait de l'espace, je veux dire, de l'autre. Donc pour sortir, je fais un petit exit, je sors de là, je refais mon IPAL, comme ceci, et je récupère mes interfaces qui sont sur mon hôte. Alors, on va faire un petit nettoyage. Je vais donc maintenant ajouter une nouvelle carte. Donc je vais ajouter une interface, link add, comme ceci, avec un nom, VETH0, son type, il est de type Virtual Ethernet. Et on va l'associer avec une carte ou une interface qu'on pourrait appeler par exemple VTH1, comme ceci. Voilà, donc si je fais un IPAL maintenant, à adresse, je n'aurai pas grand chose. Je vois ici mon VTH1 monter sur VTH0 et VTH0 quelque part qui doit traîner par là. Juste en dessous, VTH0 sur VTH1. Donc on voit leur état, ils sont down pour l'instant. On va donc déplacer tout simplement l'interface ETH0 dans le namespace qu'on a créé qui s'appelle espace 0.
Donc l'interface positionnée, ma carte, et je le mets dans mon namespace qui s'appelle espace 0. Donc espace 0 deux fois. Ok, donc maintenant je refais mon IPAL ici, et je vois qu'il me reste le VTH 1, qui est plus associé au VTH 0, et on voit plus le VTH 0. Si maintenant, de nouveau, je fais un exec, c'est pas comme ceci, mais je vais faire bash plutôt, je rentre dans mon espace 0, je fais un IPAL, là tout d'un coup, j'ai mon interface qui est présente dans mon espace de nom. Donc elle est toujours en down. Donc on va la configurer tout simplement. Donc je fais un if config sur mon interface, par exemple, je pourrais utiliser IP1 comme commande. Donc, et je vais lui dire, bah toi comme interface, tu fais tu vas prendre 10.0.0.2 par exemple, /24. Comme ceci, et on va la EP. Ok, l'activer. Donc je fais mon petit if config, et là on voit ma carte TH0 avec son adresse IP. Donc logiquement, je devrais pouvoir pinguer mon adresse. Ah, elle n'est pas up. Alors effectivement, si hop, je sors pas de mon espace de nom, je vais configurer ma carte VTH1 de l'autre côté, bien sûr. Donc le VTH1, je vais lui mettre une adresse IP 10.0.1 /24, je vais la mettre en up. Donc je la monte, je fais mon IPAL ou IPAL comme ceci. Donc je vois ma carte ici VTH1 avec son adresse IP qui est présente, son état, il est up. Ok, donc je vais faire un petit ping dessus sur 10.0.0.1. Donc il n'y a pas de problème, on se ping. Et si je fais la même chose, mais cette fois avec la 2, hop, je sors, c'est-à-dire que je vais dans l'espace de nom. Donc je refais mon petit exec comme ceci, non, CTRL R plutôt, voilà, mon petit exec. J'exécute donc mon bash dans l'espace 0. Donc c'est un nouveau shell, je suis dans mon espace de nom, je fais mon petit if config, je vois ma carte ici. Donc logiquement, je devrais pouvoir faire mon ping .0.0.1, il n'y a pas de problème, il répond. Donc je sors bien en fait de l'extérieur. Après donc de la même façon, il se ping pas lui-même, il faudrait que je vérifie, je ne sais plus pourquoi, mais c'est pas bien important. Donc de la même façon, je pourrais très bien, ici j'ai fait un exec, bash, je pourrais très bien faire un root comme ceci, donc hop, hop, comme ça, root, -n par exemple, c'est rapide. Je vois donc ma gateway, toutes les gateways, tout ça, ainsi de suite. Je peux donc configurer tout simplement en entier mon stack IP de l'autre côté, donc avec une nouvelle interface. Et on voit l'interface ici, VTH 0, ici, puisque je suis dans mon namespace. Donc après, je peux faire un delete et ainsi de suite. Alors maintenant, on sait ce que c'est, donc on vient de comprendre un peu la création d'un espace de nom réseau. Donc on voit comment fait, par exemple, Docker ou Alexis pour créer un espace de nom réseau, lorsqu'il a besoin d'amener des interfaces réseau dans les conteneurs. Vous voyez, c'est relativement assez simple en fait à mettre en place. Bon, après, ça fonctionne, comme je vous ai dit, pour, hop, je vais revenir là-dessus, sur le réseau, les mounts, les process, les users, les noms d'hôtes, et ainsi de suite. Alors ça, c'est une fonctionnalité essentielle du noyau Linux. C'est pas une fonctionnalité liée à soit Docker, ou Alexis, ou OpenVZ, ou d'autres types de gestionnaires de conteneurs. C'est du noyau Linux. C'est-à-dire que si les namespaces se mettent à jour, c'est-à-dire évoluent, ça n'empêche pas Docker de fonctionner ou Alexis de fonctionner. Alors une autre fonctionnalité qui est assez importante dans la gestion de conteneurs, ça va être ce qu'on appelle les C-groupes ou les groupes de contrôle. Alors les groupes de contrôle, c'est également une fonctionnalité du noyau Linux, donc c'est pas lié à Docker ni à un autre, comme je dis, gestionnaire de conteneurs. Les groupes de contrôle vont nous permettre de contrôler, comme leur nom l'indique, les ressources. Donc on va pouvoir allouer des ressources, interdire des ressources, prioriser également, figer des ressources, les mettre en pause par exemple, et ça va nous permettre de les surveiller bien sûr, et également de mesurer les quantités de ressources consommées, ce qui est très intéressant dans le cloud par exemple, qui va nous permettre après de, une fois comptabiliser les ressources, de pouvoir les facturer éventuellement. Donc les groupes de contrôle, ça nous permet sur des groupes, on va voir les différents types de groupes, d'allouer, d'interdire, de prioriser, de mesurer et de surveiller les quantités de ressources consommées. Alors les groupes de contrôle, je vous ai fait un petit schéma rapide histoire de comprendre comment ça fonctionne. On va créer ce qu'on appelle des groupes. Alors ces groupes, ça peut être des utilisateurs, ça peut être des applications, ça peut être des conteneurs, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi qui tourne sur le système. Donc ici on a trois groupes par exemple, un groupe étudiant, un groupe prof et un groupe système.
On va pouvoir allouer à étudiants, à profs et à système des ressources, mémoire par exemple, disque, réseau, mais là on va travailler sur des applications et non plus sur des groupes qu'on aurait nous-mêmes créés. Donc par exemple ici, sur les étudiants, on va pouvoir allouer 20% de mémoire. Pour les profs, leur allouer 50% de mémoire, pour le système 30% de la RAM. Ainsi de suite, pour le disque 20% de disque, pour les profs 50% de disque, pour le système 30%. Pareil, ici on va trouver CPU share, par exemple partage des CPU share. Donc là c'est pas en pourcentage mais c'est en espace, on va dire, pour faire simple, en parts. Donc là on va leur allouer par exemple 640 parts, 1024 pour les profs et 512 pour le système. De la même façon ici on a des applications, une application HTTP, NFS, on peut pour dire pour les ressources réseau, NFS il a droit à 20%, et HTTP a droit à 50%. Et sur ces 50% d'HTTP, on va pouvoir par exemple prendre 80% pour les profs, comme ceci, et il nous reste 20% à utiliser pour les étudiants. Donc on va pouvoir contrôler, vous voyez, assez finement, tout ce qui est ressources, disque, mémoire, CPU, réseau, et ainsi de suite. Mais ça n'est pas limité à ça. Ils sont organisés, ces groupes ou ces groupes de contrôle, en sous-systèmes, ou modules également appelés. Et un sous-système, c'est donc un contrôleur de ressources. Et parmi ces sous-systèmes, on va trouver par exemple ici, bloc IO, c'est-à-dire les entrées-sorties sur les blocs. Ça va nous surveiller et contrôler l'accès des tâches aux entrées-sorties sur les périphériques de blocs. Donc c'est les entrées-sorties, on va pouvoir limiter les bandes passantes par exemple sur les entrées-sorties sur les disques ou sur des périphériques de type bloc. On va trouver un groupe qu'on appelle sous-système CPU qui va planifier l'accès à la CPU. Donc on aura account par exemple, donc ça nous donne des rapports sur la CPU utilisée. Les shares, c'est les parts relatives du temps CPU disponible pour les tâches ou pour des utilisateurs ou pour des groupes d'utilisateurs. On va trouver CPU set également par exemple qui va assigner des CPU ou des corps à des tâches en particulier. On va trouver device qui autorise ou refuse l'accès à des périphériques. Memory, c'est l'utilisation de la mémoire. Freezer, ça va nous suspendre ou réactiver des tâches également. Donc ça, c'est les groupes de contrôle qui fonctionnent donc en sous-système. Alors si vous voulez avoir plus d'infos ou voir comment un peu plus ça fonctionne, vous pouvez aller faire un tour sur la formation RH 256, si je me trompe pas, donc RH CSE, c'est-à-dire GADAT Certified Engineer, où je vous fais une petite démo de ce que ça donne au niveau avec systemd sur la gestion de la mémoire, du CPU, et ainsi de suite, avec des utilisateurs et des tâches, si je me rappelle bien. Alors on va terminer donc cette vidéo avec les produits qu'on peut trouver, les produits isolateurs et conteneurs. Alors en isolation, ce sont assez différents des conteneurs. On va trouver par exemple le chroot que vous avez probablement déjà peut-être utilisé. Chez BSD, il y a les jails. Chez Solaris, il y a également les zones qu'on pourrait presque mettre dans les conteneurs, mais c'est un peu différent quand même. Et en conteneur, il y a plein de fonctionnalités, il y a plein de produits comme Elixir par exemple, Linux Container, qui est un très bon produit également, qui utilise LXD par exemple comme hyperviseur ou plutôt comme cluster, on va dire. On va trouver OpenVZ. Alors, OpenVZ, c'est un produit très intéressant, mais son problème, lui, c'est qu'il s'appuie pas sur le noyau actuel. Donc déjà, il n'est pas très à jour au niveau du noyau. Et donc, il modifie le noyau, il patch. Donc ça veut dire que par rapport aux autres, il n'est pas très à jour quand même. Donc il est plus ou moins petit à petit abandonné. Il y avait Promox V3 qui l'utilisait, et Promox V3 a migré sur Elixir. Donc il est de moins en moins utilisé parce qu'il n'est pas directement dans le noyau, contrairement à Elixir ou OpenVZ, Elixir, Docker ou Rocket, qui eux utilisent les fonctionnalités du noyau Linux qui ne se trouvent pas dans le noyau. Ce sont des applications qu'on va trouver au-dessus. Donc on voit Docker, qu'on va beaucoup utiliser durant cette formation, qui est un produit assez extraordinaire, et Rocket, également des conteneurs, qui est utilisé aussi bien par Kubernetes par exemple, et sur un autre produit qui s'appelle CoreOS, qui est un produit dédié uniquement aux conteneurs. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez une formation Elixir, une formation Promox V4 également. Ici on a la V3 mais on a la V4 également, donc avec Elixir à l'intérieur, assez intéressant, et la formation OpenVZ. Pour mieux comprendre comment fonctionne OpenVZ, c'est un très bon produit, OpenVZ. Donc voilà ce qu'on a couvert donc dans cette vidéo,
qui consiste à comprendre un peu ce que c'est les machines virtuelles et surtout les conteneurs. Ça nous permet de comparer en fait les deux et de s'apercevoir que en fonction de ce qu'on a besoin, on va plutôt utiliser les conteneurs que les machines virtuelles. Le seul ou la contrainte qu'on trouve par rapport au modèle conteneur, c'est qu'on n'utilise que sous Linux, contrairement aux machines virtuelles où on peut virtualiser tout et n'importe quoi. On a vu également qu'on pouvait trouver deux types de conteneurs qu'on appelle les conteneurs de type OS et les conteneurs de type applicatif, donc qui sont plus légers, tout simplement. On a vu comment étaient isolés et gérer nos conteneurs avec des fonctionnalités des noyaux Linux que sont les espaces de nom, les namespaces et les groupes de contrôle. Et on a donc terminé cette vidéo avec une petite présentation très rapide des produits qu'on appelle isolateurs comme le chroot et les conteneurs. Alors nous on va travailler principalement sur Docker. Pour aller, comme je vous ai dit, faire un tour sur la formation Elixir, elle est très intéressante, c'est un autre produit, c'est un tout petit peu différent. C'est différent de Docker, mais très intéressant également. Je vous dis donc à très bientôt sur alphand.com.